Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouveau live chat Ramsay Général de Santé consacré aujourd'hui à la grossesse. Alors pour vous aider à vivre pleinement cette période, pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur les façons de mener une grossesse sereine, nous accueillons sur ce plateau deux spécialistes, donc le docteur Christophe Doutrelan qui est gynécologue obstétricien à la clinique Saint-Amé et le docteur Philippe Casterman qui est pédiatre à l'hôpital privé d'Arras-les-Bonnettes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là. Donc il y a beaucoup de questions, beaucoup de femmes en majorité qui attendent d'être rassurées. Donc on va tout de suite répondre à la première d'entre elles, qui sera Sarah, 59. Alors je vous lis sa question. Beaucoup de tests sont effectués durant la grossesse, mais on n'est jamais sûr que le bébé sera sans handicap. Quelle est la part d'anomalies non détectées lors des tests? Et les tests de détection de la trisomie sont-ils fiables? Qui se lance? Alors, on va Le gynécologue. Le gynécologue. Oui, la question un petit peu, elle n'est pas très précise, parce que les tests, je pense que la dame veut parler des tests prise de sang pour le dépistage de la trisomie 21, et on parlera aussi peut-être un petit peu de l'échographie. Voilà, donc effectivement, cette dame a parfaitement raison. Les dépistages par prise de sang pour dépister les femmes à risque pour la trisomie 21 sont performants, mais ils ne sont pas efficaces et fiables à 100%. Hein, donc on estime actuellement, on a changé de différents dosages, de différents types d'hormones qu'on dose dans le sang. Actuellement, on peut estimer qu'on est entre 75 et 85% de détection, avec encore quelques faux positifs, quelques faux négatifs, mais on peut estimer qu'on estime à peu près 75-80%, 85% de détection. Quant à l'échographie, là, les chiffres sont encore beaucoup plus variables, puisque l'échographie dépend beaucoup du matériel qu'on a, et puis de la fiabilité du médecin qui l'a fait. Donc bien sûr, entre quelqu'un qui a de l'expérience et un jeune médecin, les chiffres vont varier. On estime qu'en gros, les malformations sont dépistées entre 60 et 80% des malformations sont vues à l'échographie. Donc ça veut dire qu'il y a encore 20 à 40% qui ne sont pas vues. D'accord. Je pense qu'il faut vraiment le signaler aux femmes enceintes. On ne peut pas dépister à 100% toutes les malformations. D'accord. Ça a le mérite d'être clair. Alors, une question d'Anne maintenant. Bonjour, j'ai souvent le ventre très dur le soir et quelquefois ça me fait mal. Comment être certaine que tout va bien pour le bébé? Comment savoir si ce n'est pas une menace d'accouchement prématuré? C'est peut-être normal, le ventre dur le soir. Oui, là, il faut connaître la physiologie de la grossesse. C'est-à-dire que l'utérus, c'est un muscle qui travaille et donc qui va augmenter de volume pendant la grossesse. Donc, il y a des contractions normales pendant la grossesse. Souvent, les femmes qui travaillent, qui ont une activité physique ou sportive, le muscle de l'utérus va se contracter, suite même au mouvement du bébé. Donc, il peut y avoir des contractions qui sont ressenties par la patiente, mais qui ne sont pas douloureuses. C'est surtout la notion de douleur qui est importante. Si les contractions deviennent douloureuses, on conseille quand même de consulter son médecin, sa sage-femme, pour voir si le col ne s'ouvre pas. Auquel cas, là, effectivement, il peut y avoir un risque d'accouchement prématuré. Sinon, les contractions peuvent exister sans douleur et sont tout à fait normales. Et le ventre dur, particulièrement le soir, c'est voilà, le soir parce que c'est la fatigue de la journée et donc le muscle qui se contracte, c'est tout à fait rassurant. Il faut s'assurer que le col n'est pas ouvert, bien sûr, ça, il n'y a qu'un médecin ou une sage-femme qui peut le faire, mais sinon, si le col reste fermé, c'est absolument banal. Donc elle peut faire un examen du col si vraiment elle est inquiète. Si elle est inquiète, voilà. Et si le médecin, le sage-femme lui annonce que son col est fermé, il n'y a aucun risque, elle peut conduire tout à fait normalement, bien sûr. D'accord. Alors une question de Vanessa, comment se passe l'allaitement et peut-on fumer si on allaite? Alors, bien plutôt sûr pour le pédiatre. Voilà. Bien sûr qu'on peut fumer quand on allaite. Le tout est d'essayer de fumer juste après la tétée. Et de ne pas fumer juste avant, mais c'est aussi l'allaitement, et la grossesse, c'est aussi le moment de se poser la question de l'intérêt du tabac, et faut-il continuer à fumer, puisque il y a aussi un risque pour la santé future de l'enfant, avec des bronchites plus fréquentes, et des problèmes respiratoires, des problèmes éventuellement d'allergie. Et c'est aussi une remise en question de soi-même sur sa santé. Est-ce qu'on a intérêt à continuer à fumer? Il y a une autre question qui arrive sur le même sujet. Je souhaite allaiter mon bébé, mais je suis une fumeuse, 1 à 2 cigarettes par jour. Est-ce que pendant l'allaitement, il est interdit de fumer ou peut-on quand même fumer à petite dose et après les tétées? Alors, il n'est pas interdit de fumer, contrairement à l'alcool, où il vaut mieux ne pas boire ni pendant la grossesse, ni pendant l'allaitement. Mais surtout que là, madame est une petite fumeuse, comme elle le dit.
Donc en respectant bien le fait d'essayer de fumer juste après la tétée, ça n'est pas contre-indiqué. Mais ça peut peut-être profiter de sa grossesse pour arrêter. Pour essayer d'arrêter et aussi de pour papa, si papa fume aussi, oui. Pour la santé future de l'enfant. Oui. Alors Inès maintenant est enceinte et voudrait connaître les risques de l'alcool sur son bébé. Mais donc là, bébé au stade fœtus. Alors les risques de l'alcool sur le bébé, ce sont des risques comme tout agent dangereux pendant la grossesse, c'est-à-dire que ça peut intervenir en début de grossesse sur la formation du fœtus, donc avec des malformations possibles, toutes sortes de malformations, mais surtout cardiaques ou neurologiques, cérébrales. Ensuite, en fin de grossesse, on peut avoir plus des altérations des connexions neurologiques ou de la fonction des différents systèmes du corps humain, avec des effets secondaires qui peuvent être à très très long terme sur les performances intellectuelles, sur aussi le comportement, sur l'agressivité éventuelle d'un enfant. D'ailleurs, en domaine pédiatrique, on a un certain nombre d'enfants qui ont des gros soucis psycho-comportementaux et d'apprentissage qui peuvent être dus à une consommation d'alcool pendant la grossesse. Donc pendant la grossesse, normalement, c'est le zéro alcool qui doit être prédominant. Et particulièrement au tout début et en toute fin. Oui. D'accord. Et pendant l'allaitement? Pendant l'allaitement, on conseille aussi de ne pas, de ne pas boire. Oui. Alors, question de Stéphanie. Puis-je sortir dehors mon fils qui a 3 semaines, sachant qu'il fait très froid en ce moment? Alors, il n'y a pas de contre-indication à sortir le bébé dans le premier mois de vie. Il faut juste éviter la première semaine, à mon avis, parce que le bébé a encore une maturation de son système de régulation de température qui fait qu'il ne vaut mieux pas le sortir trop, notamment s'il fait froid. Ensuite, à partir du moment où le bébé est bien couvert, il n'y a pas de souci. Par contre, le fait de sortir quand il fait froid, c'est une période où il y a plus de virus, donc plus de risque de contamination par des virus. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est pas la contre-indication de sortie, c'est la contre-indication, enfin la non-indication de sortir surtout dans le public. Oui, donc si vous allez dans un grand magasin, une balade dans un parc, forêt, dans la nature, dans un parc. C'est très bien, surtout si bébé est stressé, qui a des coliques, voilà, des choses comme ça. Par contre, dans les grands magasins, il vaut mieux éviter la promiscuité. D'accord. Alors, une question de Nanmum. Concrètement, quelles sont les solutions qui marchent et qui sont inoffensives pour, en fin de grossesse, lutter contre le stress de l'accouchement? Sophrologie, acupuncture, massage, homéopathie, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire qui soit efficace et qui soit sans risque pour la maman et le bébé? Le stress de l'accouchement, ça c'est un vrai problème. Le fameux. C'est un vrai problème. Ouais. Je pense que les techniques qu'elle propose, cette petite dame, sont tout à fait justes. Hein. L'homéopathie, la sophrologie, le yoga, la relaxation, elles sont toutes intéressantes et sans danger. Donc je pense qu'il n'y a aucune contre-indication à lui interdire ce genre de pratiques. Par contre, moi j'insisterai surtout, le stress de l'accouchement, il est lié au fait de la méconnaissance de l'accouchement. Donc je pense que ça serait quand même bien que toutes les femmes enceintes s'intéressent à l'endroit où elles vont accoucher, qu'elles le visitent, qu'elles rencontrent les médecins qui s'occupent d'elles, qu'il y ait une confiance qui s'installe et qu'il y ait une relation de confiance entre la femme enceinte et son accoucheur, voire même le pédiatre et l'anesthésiste. Et là, je pense que le stress va largement diminuer. Mais toutes les techniques que la dame propose, elles sont tout à fait anodines et sans danger pour son bébé et pour elle. Et elles peuvent fonctionner. Et elles peuvent fonctionner, mais elles font partie, je pense, du même principe que de détendre et de la relation de confiance. Donc ça peut tout à fait fonctionner. Mais la base, c'est d'aller visiter la maternité, de rencontrer l'équipe. La base, c'est l'équipe. D'assister aux cours, voilà, la sage-femme, le médecin, le pédiatre, l'anesthésiste, c'est d'assister, de connaître l'équipe et d'avoir confiance en l'équipe. Oui, ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Exactement. Plus on en sait, moins on a peur. Moins on a peur, exactement. Ou pas, mais en général, ça marche. Alors, toujours la même personne, mais qui a une question cette fois-ci pour le pédiatre. Constatez-vous un vrai lien entre sérénité ou angoisse de la maman pendant la grossesse et caractère du bébé? Alors, est-ce qu'une grossesse stressée fait un enfant stressé? Est-ce qu'une grossesse zen fait un enfant zen? Alors, ça n'est pas systématique, mais il y a un lien, c'est certain. Je pense qu'une maman qui est stressée pendant la grossesse l'est peut-être déjà avant. Donc, c'est peut-être déjà du naturel qui ressort. Oui. Après, il y a une transmission génétique aussi chez l'enfant. Donc, l'enfant hérite forcément au moins d'un de ses parents, si ce n'est des deux, selon le type de caractère. Et comme on le dit toujours, les chiens ne font pas des chats. Et je pense que ça joue. Donc après, le développement de l'enfant, le comportement de l'enfant, il va aussi dépendre du comportement de la maman après aussi l'accouchement. Oui. Donc c'est un tout, à mon avis. Oui. Donc il y a
évidemment une relation entre comment se passe la grossesse et le comportement de l'enfant. On parle même de choses psychosomatiques, certaines coliques qui peuvent être plus importantes chez des mamans qui ont eu des grossesses et des accouchements difficiles. D'accord, donc on essaye de maîtriser son stress autant que possible. Voilà. Alors quel est l'intérêt d'avoir un pédiatre en maternité? C'est Nathalie, 27, qui vous demande ça. Alors le pédiatre en maternité, il intervient pour plusieurs choses. D'abord s'assurer que tout va bien chez le bébé, qu'il n'y a pas d'anomalie, par des examens cliniques qui sont au moins de 2 pendant la durée du séjour en maternité, et aussi des dépistages qui sont faits notamment par ce qu'on appelle le test de Guthrie à 3 jours de vie environ, pour dépister certaines maladies graves, mais qui peuvent être prises en charge. Voilà. Donc le dépistage précoce permet de prendre en charge de façon optimale ces maladies, et aussi de s'assurer que, notamment depuis quelques années, le bébé n'a pas de problème d'audition. Donc par un dépistage auditif vers 3 jours de vie. Deuxièmement, le pédiatre intervient aussi en urgence, au moment de l'accouchement ou pendant le séjour en maternité. Donc s'il y a une réanimation nécessaire pour le bébé, le pédiatre peut pratiquer les gestes de réanimation. Et ensuite, un troisième volet du pédiatre, c'est aussi éventuellement l'accompagnement d'une maman qui serait stressée pendant la grossesse. Une maman peut demander à voir un pédiatre avant son accouchement. Avec une organisation, tout ça peut se faire. Et ensuite, on parlait du stress tout à l'heure, ça peut être aussi pour expliquer à la maman toutes les petites choses, genre la jaunisse du bébé, la constipation, pour dédramatiser les selles liquides. Voilà. Expliquer que la plupart des choses dans ce cadre-là sont normales. D'accord. Donc, grand intérêt à avoir un pédiatre en maternité. C'est indispensable, c'est un triptyque, anesthésiste, gynécologue, avec la sage-femme et le pédiatre. Oui, voilà. Tu interviens aussi pour l'allaitement. Et le pédiatre peut donner des conseils pour l'allaitement. La mise en place de l'allaitement. À ce moment-là, les trois partenaires, sage-femme, gynécologue, obstétricien et pédiatre, interviennent pour l'allaitement aussi. Alors, Océane 94 500 vous demande comment bien vivre la grossesse, l'accouchement et l'arrivée de bébé quand on sort de la maternité. Quand on sort de la maternité? Quand on rentre chez soi, en fait, qu'on le ramène chez soi. Bah déjà, comme disait M. Casterman, je crois que déjà la sérénité, il faut l'avoir avant, pendant l'accouchement. Donc déjà, le rôle de nous, de soignants, c'est de mettre à l'aise les gens, qu'il y ait une relation de confiance et que les patientes accouchent dans de bonnes conditions. Donc déjà, un bel accouchement, ça va être des suites beaucoup plus faciles. Oui. Et je pense un retour à domicile quand même beaucoup plus favorable pour tout le monde. Donc je pense que notre rôle à nous, on ne vit pas chez les gens, donc notre rôle à nous dans nos établissements, c'est de rassurer les patientes, de faire en sorte qu'elles accouchent dans de bonnes conditions, qu'elles soient heureuses de l'accouchement, et du coup le retour à domicile se fera dans les meilleures conditions. Après, bien sûr, on travaille beaucoup maintenant avec des sages-femmes à domicile, avec le système aussi, avec la sécurité sociale qui propose un suivi par des sages-femmes ou par des puéricultrices pour aider les mamans en difficulté, parce qu'il y en a toujours, bien sûr, que ce soit des difficultés physiques ou psychiques, et donc elles peuvent avoir un accompagnement à domicile qui est en plus pris en charge par la sécurité sociale. Oui, on n'est pas obligé de se retrouver seul chez soi avec un bébé dont on croit ne pas savoir s'occuper. Voilà, tout à fait. Il y a énormément d'aides qui sont proposées. Il suffit de demander aux pédiatres, aux médecins, aux sages-femmes dans les services pour qu'on les mette en communication avec ces aides. Pour ne pas se sentir dépassé, il y a des solutions. Tout à fait. Alors là, on a une internaute sans pseudo qui est donc à 4 jours du terme et chez qui la déprime se fait vraiment sentir. Elle dit qu'elle a tout essayé pour faire venir le bébé mais que rien n'y fait. Et elle voudrait que vous lui donniez des conseils pour faire avancer les choses, sachant qu'elle a eu 0 contraction en 9 mois. Et elle demande carrément si elle peut se rendre aux urgences pour demander un décollement des membranes. Ah, ça c'est très pressé. C'est une réaction qu'on voit très souvent d'ailleurs. C'est assez rigolo parce que les femmes, quand elles font un bébé, elles savent que c'est 9 mois. Donc la grossesse, c'est 9 mois. Alors bien sûr, il y a des dames qui accouchent à 8 mois, 8 mois et demi, d'autres qui accouchent à 9 mois, voire 9 mois plus 5-6 jours. Donc je pense que si le bébé ne veut pas sortir, c'est qu'il est bien avec sa maman. Et donc c'est déjà un bon facteur. Ça prouve que c'est une bonne maman qui nourrit bien son bébé, qui s'en occupe bien. Après, qu'elle soit impatiente, je le comprends très bien la dame. Mais
on ne fait pas ce qu'on veut en médecine. C'est-à-dire que si son col n'est pas favorable, si on force les choses, on va indiscutablement provoquer une césarienne. C'est-à-dire que si on déclenche dans de mauvaises conditions, ou si on fait un décollement des membranes, qui est à mon avis un geste pas très heureux, puisque ça va lui faire mal et ça ne va pas faire avancer le col. Donc, à mon avis, il vaut mieux laisser naturellement à 4 jours près, on n'est plus à 4 jours, il vaut mieux laisser faire la nature et alors un accouchement beaucoup plus facile, à mon avis. De toute façon, d'une manière générale, sauf contre-indication médicale, mais vous n'intervenez pas avant le terme. Non, c'est-à-dire qu'en général, sauf s'il y a une pathologie, bien sûr, voilà, en dehors de toute pathologie, on laisse faire la nature et on aide quand le bébé veut sortir, bien sûr. Mais on ne va sûrement pas provoquer avant le terme, et même au terme, on peut attendre jusqu'à 4-5 jours après le terme. Okay, donc elle a encore, 8-9 jours de patience avant que vous interveniez. Et je pense que sa patience sera récompensée. Mais est-ce qu'il y a des moyens naturels pour accélérer les choses? Elle n'a pas de contraction, alors c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, effectivement. Je crois qu'il faut qu'elle continue à vivre normalement, qu'elle bouge, qu'elle se déplace, qu'elle marche. Et puis son bébé, il va montrer son petit bout de nez dans très peu de temps. Il y a forcément un moment où il va sortir. Voilà, exactement. il faut l'aider à prendre patience, tranquillement. Oui. C'est pas le plus facile en fin de grossesse, mais voilà. Mais sinon, les gestes peuvent devenir quand même très iatrogènes. Ça en vaut la peine, elle aura un accouchement plus serein. Exactement. Alors, Valérie vous demande s'il faut venir tous les mois en consultation. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est même conseillé? Alors, en France, il y a une législation. Il y a donc une visite obligatoire avant la fin du 3e mois de grossesse, qui peut se faire par une sage-femme, un médecin généraliste ou un médecin gynécologue, bien sûr. Et après, à partir du 4e mois, il y a une visite obligatoire tous les mois. Donc c'est même pas, c'est obligatoire, donc une visite tous les mois, que ce soit la sage-femme, le médecin ou le médecin généraliste, peu importe. Mais il y a une visite obligatoire tous les mois, et tout à fait. Donc si c'est obligatoire, c'est qu'il y a des raisons, donc il faut le faire. C'est qu'il y a des raisons, c'est que à chaque mois, on apprend des choses différentes, on voit des choses différentes, et surtout, je vous dis, la relation de confiance s'installe petit à petit, et c'est très important d'être suivi régulièrement et sereinement, tout à fait. Alors, bonjour, je suis à 5 semaines et le stress de faire une fausse couche peut-il faire du mal à l'embryon? Alors ça, oui, ça c'est vraiment les craintes que beaucoup de femmes... c'est assez partagé comme crainte, je pense. Voilà, mais vous pouvez rassurer cette petite dame, en fait, 98% des fausses couches sont liées à des malformations chromosomiques. Donc de toute façon, son stress ne va pas influencer le risque de fausse couche, c'est quasiment impossible. Le stress ne déclenche pas de fausse couche? Non, bien sûr que non. Ni le travail, absolument pas. Je crois qu'il faut rassurer cette dame, si son bébé n'a pas de malformation chromosomique, la grossesse évoluera tout à fait normalement. D'accord. Alors, question, je pense, pour le pédiatre. Vous parliez tout à l'heure du test de Guthrie et une internaute voudrait savoir quelles sont les maladies qui sont dépistées par ce test. Alors, il y a plusieurs maladies. Il y a l'hypothyroïdie, la drépanocytose, la mucoviscidose maintenant, depuis quelques années. L'hyperplasie des surrénales, donc ce sont des maladies endocriniennes. Comme je disais tout à l'heure, ce sont des maladies qui ne sont pas très fréquentes, mais sur les patients qu'on voit habituellement, mais qui sont relativement fréquentes au niveau de la prise en charge pour pouvoir justement précocement adresser ces enfants à des équipes spécialisées pour d'éventuels traitements, pour éviter des soucis plus importants. Donc c'est absolument indispensable. Ça fait partie des tests obligatoires pratiqués à l'hôpital. Tests obligatoires, voilà. Alors, par contre, quand une patiente veut sortir très tôt, faut toujours faire attention que cette patiente puisse bénéficier soit à la maison par sa sage-femme ou par éventuellement son médecin traitant du test de Guthrie. J'espère ne pas en avoir oublié. Non, c'est tout y est. C'est le 5 voilà, c'est ça. Et ce sont des maladies qui ne sont détectables que par ce test. On ne peut pas les voir à l'échographie ou par des examens sanguins pendant la grossesse. Alors, sur les maladies, on peut avoir des petits signes à l'échographie, mais qui ne sont pas ce qu'on appelle pathognomoniques, c'est-à-dire significatifs de cette maladie-là. Donc, ça donne un indicateur du risque, quoi. Mais voilà. pas... Et après, je prends l'exemple de l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, on pourrait se dire, on peut la dépister au bout de 15 jours à un mois, par exemple sur une jaunisse très prolongée ou à un enfant qui a des problèmes de transit. Mais le problème, c'est que du temps perdu, au niveau notamment de la thyroïde, c'est des séquelles possibles, des complications possibles chez l'enfant. Donc autant prendre en charge la pathologie le plus tôt possible. D'accord. Alors, question d'Angélique 0112.
Alors bonjour, actuellement à 35 semaines d'aménorrhée, mes derniers résultats cette semaine pour l'albuminerie étaient à 0,24 g par litre contre 0,20 recommandé. Et ça m'inquiète par rapport au problème de pré-éclampsie. Qu'en pensez-vous? Elle précise que son prochain rendez-vous est dans 1 semaine et demie. Oui, donc, un rappel sur ce qu'est peut-être la pré-éclampsie. La pré-éclampsie, c'est une complication sévère de l'hypertension artérielle gravidique. C'est-à-dire que les femmes enceintes qui font de l'hypertension peuvent avoir une complication qui s'appelle la pré-éclampsie. Là, je crois qu'elle va un petit peu vite parce que elle a 0,24 g d'albumine dans les urines, ce qui est un taux quasi physiologique. Parce que les laboratoires disent 0,20, mais il y en a c'est 0,30, donc elle a un taux qui est quand même tout à fait correct. Simplement, et on ne fait pas un diagnostic d'une maladie sur un seul examen. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit suivie pour voir combien elle a de tension, voir si elle a une prise de sang qui est correcte, si elle n'a pas de trouble dans la prise de sang. Et puis, vous pouvez la rassurer, à 0,24 g par litre, je pense que son bébé n'est pas en danger. Donc, elle ne fait sûrement pas une pré-éclampsie. Il faut simplement être suivi régulièrement, et je pense que si elle voit son médecin dans 5 jours, c'est largement suffisant pour s'assurer qu'il n'y a pas d'hypertension artérielle. Oui, il ne faut pas tirer de conclusion. Non, surtout sur un examen qui peut dépendre aussi d'une infection urinaire ou d'autres choses. Donc à 35 semaines, je ne serais pas inquiet, moi. D'accord. Bon, j'espère qu'elle ne le sera plus. Alors, Élodie est enceinte de 5 mois et fait du diabète gestationnel. Donc elle voudrait savoir quelle alimentation elle doit adopter. Ça, c'est pas simple parce que tout dépend quand même du poids de la patiente au départ. Un diabète gestationnel à 5 mois de grossesse, c'est pas très fréquent parce que souvent c'est plutôt un peu plus tard dans la grossesse. Donc il faut quand même, là, je lui conseille d'être bien suivi par un service de diabétologie puisque à 5 mois de grossesse, il faut quand même avoir un bon suivi, notamment pour l'activité physique régulière, pour la diététique effectivement, et on lui expliquera qu'il faut éviter bien sûr tout ce qui est très sucré, notamment les boissons à base de sucre, de faire très attention à ça, mais surtout d'avoir une activité régulière physique. Et ça va permettre de stabiliser son diabète et puis de pouvoir mener sa grossesse tout à fait sereinement. D'accord. Alors, Liline dit que sa fille de 6 mois a beaucoup d'eczéma sur le visage. Et elle voudrait savoir ce qu'elle peut faire, sachant qu'elle a tout essayé, crèmes hydratantes, etc. Alors déjà, il faut voir à quel âge a commencé cet eczéma et s'il y a d'autres troubles associés. Les eczémas, on sait que ce qu'on appelle la dermatite atopique, quand il y a une composante notamment familiale ou d'autres allergies de type asthme chez les parents, peut être due aussi à des allergies, environ 10% plus ou moins. Donc il faudrait s'assurer qu'il n'y ait pas de problème d'allergie chez cet enfant. Deuxièmement, est-ce que l'enfant a un suivi spécialisé, que ce soit pédiatre ou dermatologue, puisqu'il y a certains eczémas qui vont bien répondre à des traitements et d'autres qui ne répondront pas. Donc des fois, le fait de modifier un peu le traitement. Ensuite, il y a aussi l'hygiène, la toilette de l'enfant, où on dit classiquement qu'il ne faut pas récurer son enfant, donc pas trop de bains, préférer des douches notamment, puisque c'est possible chez un bébé, il faut l'habituer tout doucement. Des bains pas trop chauds non plus. Il y a toute une hygiène de vie, des vêtements en coton, des choses comme ça. Donc il y a pas mal de choses à voir. Donc si l'enfant est suivi par un spécialiste, je pense que tout ça a déjà été recherché. Mais bon, il faut voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut expliquer cet eczéma relativement sévère. Et on peut aller voir un dermatologue avec un bébé, un nouveau-né? Alors on peut aller voir un dermatologue en sachant que le premier spécialiste de l'enfant c'est quand même le pédiatre et que le pédiatre dans 90% pourra gérer un eczéma de l'enfant. Donc on commence par s'adresser au pédiatre. Voilà. C'est le conseil que vous lui donnez. Oui. Alors Solène n'est pas immunisée contre la toxoplasmose et voudrait savoir quels aliments elle doit éviter. Voilà, là on dit beaucoup de bêtises là-dessus. La toxoplasmose, c'est un parasite, donc il s'attrape essentiellement en mangeant des viandes contaminées. Donc c'est-à-dire il faut faire attention aux viandes de bœuf, de mouton, à bien les cuire, ou alors moi je propose souvent de congeler. Si c'est congelé, le toxoplasme est D'accord, il ne plus résiste actif. pas à la tout à fait. congélation. Mais sinon, il faut bien cuire les viandes, c'est très important. Il faut bien laver les légumes, mais ça en général c'est toujours fait. Et puis il faut faire attention les chats, puisque les chats, dans leur selle, il peut y avoir du toxoplasme. Donc il ne faut surtout pas toucher aux litières de chat. Ce n'est pas le fait de caresser un chat qui donne la toxoplasmose, mais c'est le contact avec les excréments du chat qui sont dangereux. Donc les chats, bien cuire les viandes et bien laver les légumes. Et là, elle aura très peu de chances d'attraper la toxoplasmose. Oui, qui reste très rare. Qui reste très très rare, bien sûr. Donc,
Alors Solène, toujours, comment se passent les accouchements provoqués? Est-ce que c'est plus douloureux? Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Oui, je crois qu'il faut différencier deux choses. Il y a les accouchements provoqués pour une maladie, je crois que on laissera ça sur le côté. Je pense que cette dame, elle veut parler des accouchements provoqués pour un déclenchement de convenance personnelle. Je pense que ces déclenchements-là, il faut avoir bien en tête qu'il ne faut surtout pas les faire avant la 38e et demie, 39e semaine d'aménorrhée, c'est-à-dire qu'en gros 15 jours maximum avant la date. Et puis surtout, il faut que les conditions du col soient excellentes. C'est-à-dire si vous déclenchez sur des conditions de col excellentes, le risque que vous prenez pour la patiente et pour l'enfant sont identiques à un travail spontané. Si par contre vous déclenchez avec des produits dangereux comme des gels, des choses comme ça, alors qu'il n'y a pas d'indication médicale, je pense que là le médecin devient iatrogène lui-même. Donc là, je pense qu'il faut pas chercher à être déclenché à tout prix. Si les conditions sont bonnes, que le médecin le propose, on peut effectivement ensemble faire un déclenchement sans risque. Si les conditions sont moyennes ou pas bonnes, il faut avoir la sagesse d'attendre un petit peu. D'accord. Clairement. Alors, question de Débo, pour vous, je pense, le pédiatre. Mon bébé de 18 jours a des irritations dues aux couches, je pense. Que faire? Je suis inquiète. Alors déjà, la plupart des dermites du siège ne sont pas allergiques. Donc c'est plus souvent l'irritation par les selles, voire par les urines. Donc il ne faut pas tout mettre sur la peau des couches pour faire de l'humour. Mais si on pense que ça peut être dû aux couches, soit changer de marque de couche, essayer une autre marque, ou soit mettre ce qu'on appelle des coto-couches, des couches en coton qui se trouvent en pharmacie, et mettre cette coto-couche entre la couche et la peau en artificielle et la peau. Voilà. Et ensuite, on dit qu'il faut classiquement changer au moins 6 fois son enfant par 24 heures, ne pas laisser un enfant souiller trop longtemps, justement pour ce problème de contact avec les selles et les urines. Oui, ça peut être ça la raison, tout simplement. Voilà. Et ensuite, si ça perdure, ne pas hésiter à consulter pour un éventuel eczéma ou un psoriasis des couches, enfin plusieurs pathologies dermatologiques qui sont plus rares. D'accord. Question de Luna, sur la deuxième écho, donc l'échomorpho, logique, comment être sûr que le gynécologue a bien tout observé lorsque la paroi ventrale est épaisse à cause d'un surpoids et qu'il ne passe pas par la sonde vaginale? C'est une dame qui a déjà eu des connaissances alors là. L'échomorpho, effectivement. Qui est trop allé sur Internet. Ok, peut-être trop sur Internet. Alors l'échomorphologie, effectivement, c'est une écho très, très importante. On essaie de dépister les malformations, mais comme on disait tout à l'heure en préambule, l'échographie est un examen très variable parce qu'il dépend énormément de l'habilité de l'opérateur, de son ancienneté, de son expérience et de l'appareil utilisé. Donc on sait qu'il y a entre 60 et 90% des malformations dépistées. C'est une chose. Après, effectivement, chez les femmes qui sont fortes, avec une grosse paroi abdominale, on est tous en difficulté. Tous. Puisqu'on a une qualité d'image qui est nettement moins bonne, on voit beaucoup moins les choses. De mettre une sonde vaginale peut être utile dans certains cas, mais c'est pas forcément évident, parce que en fait, si le bébé est mal placé et qu'il n'est pas au niveau du bas, avec l'écho vaginal, vous ne verrez rien du tout. Donc je pense que si le médecin ne l'a pas fait, c'est peut-être qu'il est jugé que c'était pas très utile de le faire et que ça n'apporterait rien de plus à son diagnostic. Mais c'est clair que pour les dames qui ont une paroi abdominale importante, on est tous en difficulté. C'est très difficile et le taux de dépistage il diminue forcément puisque la qualité de l'appareil de l'examen est moins bon. Et alors dans ce cas, est-ce que l'expérience du praticien ou la qualité du matériel peut faire une différence? Bien sûr, évidemment. C'est-à-dire que un échographiste habitué, avec beaucoup d'expérience, avec du très bon matériel, il dépistera quand même beaucoup plus facilement, même si c'est une paroi abdominale épaisse, que chez un jeune qui débute et qui doit faire son expérience, bien entendu. Donc il faut qu'elle cible quand même un échographiste qui a beaucoup d'expérience. Je pense que si cette dame a une paroi un peu épaisse, je crois qu'il faut quand même s'adresser à quelqu'un qui a de l'expérience et avec du matériel très performant, bien sûr. Ça peut diminuer les risques, bien sûr, tout à fait. Alors Isabelle a fait une prise de sang et son taux de fer est inférieur à la normale, donc elle précise que la référence est de 20 à 200 et qu'elle n'a que 5. Ça vous fait rire ça. Dois-je faire quelque chose ou c'est pas trop bas et je peux rester ainsi? Oui, je pense que si elle est suivie régulièrement, c'est son médecin qui va prendre la décision. De toute façon, comme je dis toujours, il y a une question de confiance entre son médecin et puis la patiente. Mais
les ferritines basses pendant la grossesse, vous prenez 100 femmes, il y en a 98 qui ont une ferritine basse. D'autant plus que le fer dans l'alimentation est rare et puis il est mal absorbé. Donc c'est clair que souvent, nous les obstétriciens, on a tendance à substituer assez facilement en vitamines, en fer pendant la grossesse, justement pour lutter contre cette carence en fer qui est très fréquente. C'était peut-être le cas avant sa grossesse, mais elle ne le savait pas aussi. Voilà, tout à fait. Et ça s'aggrave avec la grossesse. Oui. Simplement, si elle se plaint de rien, je pense qu'il n'y a pas d'indication formelle à un traitement. Si par contre, elle a des petits maux de tête, ou elle se sent fatiguée, ou une chute de cheveux un peu plus importante, je pense qu'on peut lui apporter un petit traitement par le fer, bien sûr. D'accord. Mais là encore, elle fait confiance à son médecin et elle ne se fie pas auto-indiquer. Voilà, par les laboratoires. Voilà. Alors, question d'Amandine. Mon fils a 3 mois aujourd'hui et ça fait 3 jours qu'il n'a pas fait de selle, même en lui mettant de l'épar dans le biberon. Alors, que fait-on? Alors, il ne faut pas se baser pour la constipation d'un enfant sur un nombre de jours. Il faut se baser sur comment l'enfant supporte. Donc, c'est un peu comme les adultes. Il y a des adultes qui vont à la selle rarement et qui s'en portent pas plus mal. Donc, il faut se baser sur les signes associés. C'est-à-dire, est-ce que le bébé a un ventre dur? Est-ce qu'il pleure beaucoup? Est-ce qu'il régurgite ou est-ce qu'il vomit plus que d'habitude? Voilà. S'il y a ces signes-là, il faut faire quelque chose. Par contre, si l'enfant n'a pas été à la selle depuis 3 à 4 jours, on peut se permettre d'attendre. Et si on est inquiet, on peut aussi consulter, surtout si c'est fréquent, puisqu'il peut y avoir certaines pathologies. Donc, il ne faut pas se baser sur un nombre de jours, comme je le répète, puisque beaucoup de personnes, même des professionnels, vont avoir tendance à dire que le bébé doit aller à la selle tous les jours. À mon avis, ça n'est pas forcément vrai. Par exemple, un bébé qui est allaité au sein peut aller à la selle toutes les semaines, tous les 15 jours, voire des fois plus, avec un bébé qui va parfaitement bien. Donc je pense que c'est plus l'état de l'enfant qui compte. S'il semble en pleine forme. Voilà, et éviter les gestes invasifs, suppositoires trop fréquents, thermomètre, absolument pas de thermomètre, puisqu'on peut blesser l'enfant et lui créer des plaies, même intra-rectales ou abdominales même. Et l'épar dans le biberon, ça reste une astuce valable Alors l'épar, c'est une petite astuce qui est valable, mais il ne faut pas en abuser, puisque l'épar est fortement ionisé et peut renforcer les coliques. D'accord. Donc attention à l'épar quand même. D'accord. Alors, Isabelle est à 5 mois de grossesse et son appétit n'est pas revenu, donc elle demande si c'est grave pour le bébé si elle mange peu. Ça dépend de son poids de départ, la petite dame. Si la dame elle a un poids normal au départ ou un poids un peu élevé, le fait qu'elle ne mange pas ou qu'elle grossisse pas, ça ne nous inquiète absolument pas. Tant qu'elle reste en forme. Voilà, c'est pour nous le problème pour les accoucheurs, c'est beaucoup plus la prise de poids que l'absence de prise de poids. Ouais. Donc une dame qui ne prend pas beaucoup de kilos, pour nous, elle vous facilite le travail. Elle nous facilite le travail, très largement. Parce que je vous rappelle que beaucoup d'accouchements difficiles sont liés à la surcharge pondérale. Donc pour nous, vous pouvez la rassurer, il n'y a aucun souci. Elle peut continuer comme ça sans problème. D'accord. Aucun problème. Peut-être qu'elle doit s'en féliciter, même c'est peut-être bien. C'est même plutôt une très bonne chose pour elle et pour son bébé. Voilà. Tout à fait. Alors, question de Caroline. Je suis enceinte de 6 mois et je dors extrêmement mal. 3-4 heures par nuit avec des insomnies en milieu de nuit. Par exemple, je dors 2 heures, puis je me réveille de 2 heures à 5 heures du mat, puis je redors 1 heure ou 2. Je suis épuisée. Que faire, sachant que je ne suis pas du tout une siesteuse? Alors, l'insomnie de grossesse, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? En fait, ce n'est pas vraiment une insomnie. C'est-à-dire que une grande majorité des femmes enceintes s'endort très facilement le soir et elles se réveillent à 2-3 heures du matin. Mais ça, c'est parce que le corps est bien fait, il s'adapte, si vous voulez, aux horaires du bébé plus tard. C'est ce que j'explique au moment. C'est-à-dire que le bébé, il va certainement réclamer le sein ou le biberon vers 2-3 heures du matin. Le corps s'habitue à réveiller la maman avant. Donc je pense que ce n'est pas une pathologie. Je pense simplement qu'il faut c'est comme les mamans qui allaitent, il faut adapter son corps à son état. C'est-à-dire que cette dame est enceinte de 5-6 mois, qu'elle se réveille à 3 heures du matin, et ben il faut s'obliger à faire une sieste le matin vers 10 heures ou l'après-midi vers 14-15 heures, comme son bébé fera après, pour qu'elle prenne le rythme de son bébé. Oui. Elle sera bien contente de pouvoir dormir en journée quand son bébé sera là. Mais bon, la difficulté, c'est chez les femmes qui travaillent, ça pose quelquefois problème, puisque effectivement... Alors en fin de grossesse, c'est possible. En fin de grossesse, c'est possible. Au milieu de grossesse, c'est vrai que c'est quelquefois très compliqué, parce que le milieu du travail n'accepte pas toujours les siestes. Clairement. Non, étonnamment. Alors, question d'Isabelle. Est-ce vrai que parler à son bébé et lui faire écouter de la musique pendant la grossesse renforce les liens? Oui, c'est vrai, oui. Le bébé a une sensorialité qui s'éveille déjà pendant la grossesse, donc il n'y a aucune raison de ne pas lui parler. On peut parler à son bébé. Il doit déjà y avoir une communication avant la naissance. Et
c'est évident que si on veut créer des liens, on le voit par exemple à contrario, chez certaines mamans qui ne voulaient pas qui n'avaient pas désiré de grossesse ou qui ont un déni de grossesse, le fait que le bébé ne soit pas désiré, on a un lien entre la mère et l'enfant, enfant vers sa mère, qui est moindre qu'une grossesse habituelle où les parents, les grands frères, les grandes sœurs parlent déjà au bébé avant la naissance. Donc la relation se tisse dès le début de la grossesse. Voilà, donc l'éveil de l'enfant, c'est bien avant la naissance. Et donc on lui parle, on lui fait écouter des musiques. On lui parle, on peut lui faire écouter de la musique. Et d'ailleurs, on se rend compte que ça soit pour la nutrition ou pour les goûts musicaux, entre guillemets, ce qui est fait avant l'accouchement a des retentissements chez l'enfant par la suite, notamment pour le goût. Une maman qui mange épicé, on va avoir un bébé, un enfant qui va aimer ce qui est épicé. Pareil pour la musique, probablement. Ça n'a pas été prouvé complètement, mais une maman qui écoute du classique, on aura un bébé peut-être plus détendu, moins agité. Que si elle écoute du hard rock. Voilà. Par exemple. D'accord. Alors, question de Chacha. Alors, je viens d'apprendre que j'étais enceinte, 1032 UI hier et dernière règle le 27 mars. Qu'est-ce que cela signifie? Après un an d'essai, j'espère qu'il va s'accrocher. J'ai beaucoup d'appréhension, je ne veux pas vivre une fausse couche. Comment savoir que tout va bien alors que mon rendez-vous gynécologue est fin mai? Déjà, le taux, c'est le taux d'une grossesse. Le taux, oui, à 1038, elle est en tout début de grossesse, tout début. Mais là, elle pourrait éventuellement, si elle est vraiment très inquiète, au-delà de 1000, on peut faire une échographie, puisqu'on verra un sac intra-utérin. On ne verra pas de bébé, bien sûr, mais à 1038 de bêta-CG, vous faites une échographie par voie endovaginale, vous allez voir un sac intra-utérin dans l'utérus. Donc ça, déjà, ça pourrait peut-être la rassurer, cette petite dame, de savoir que le sac est bien placé. Ensuite, je lui conseille de prendre de l'acide folique, bien sûr, et puis de faire une échographie dans 4 semaines. Elle verra un petit bébé avec un cœur qui bat. Sans aucun problème. Voit fin mai son gynécologue, ce sera... Fin mai, ça paraît tout à fait logique. Et bien. Là, elle pourra voir quelque chose. Voilà, et là, il pourra voir un bébé avec un cœur qui bat sans problème. D'accord. Mais il faut prendre de l'acide folique, à mon avis. Si, elle, si elle a dû avoir des antécédents de fausses couches, qu'elle est très inquiète, c'est des vitamines pour le bébé qui ne pourront qu'améliorer la situation. D'accord. Alors, Céline, j'ai une fente labiopalatine. Je voulais savoir si mon bébé pouvait avoir une malformation, c'est-à-dire une fente labiopalatine ou autre. Alors, vas-y, je t'en prie. Alors, il n'y a pas forcément de transmission ou d'hérédité. Ça peut se voir dans certaines formes, mais bon, donc de toute façon, il y a des échographies qui sont faites régulièrement. Les échographies sont maintenant performantes, donc ça peut se voir. Hein. Mais il n'y a pas un stress particulier à avoir par rapport à ça, s'il n'y a pas une transmission systématique. Hein. Et ça peut se voir à quel stade de la grossesse? Dès le début ou... Non, je pense que les fentes, nous, on les voit relativement facilement. C'est quand même un diagnostic pour nous relativement facile. C'est comme un bec de lièvre, en fait. C'est ça, ça s'appelle ouais. Une fente, c'est un bec de lièvre. Voilà. Il y a différents types, il y a unilatéral, bilatéral, il y a le palais atteint, la lèvre atteinte, donc il y a différents stades, différents types. Mais ça se voit à partir du 4e mois de grossesse jusqu'au 9e mois de grossesse en échographie. Mais il faut quand même rassurer cette patiente, parce que si elle a eu un bec de lièvre et qu'elle est enceinte, c'est que tout va bien. Et donc, c'est pas un bec de lièvre, c'est pas une maladie grave qui est accompagnée avec une vie normale. Ouais. Donc je pense que on n'arrêtera pas une grossesse si on découvre on accompagne simplement les mamans en leur expliquant comment on va gérer. prévoit l'après, les éventuelles interventions. On fait rencontrer avec un chirurgien qui va rencontrer la dame avant l'accouchement pour la rassurer, parce que je pense que voilà, il ne faut pas non plus faire la chasse à toutes les pathologies qui sont des pathologies certes invalidantes et embêtantes pour les parents, mais qui n'empêchent pas une vie normale chez l'enfant. Oui, surtout que maintenant les fentes labiopalatines s'opèrent de mieux en mieux, la technique progresse et on a quand même des résultats qui sont très bons. Donc même pour les autres mamans qui auraient une grossesse avec un bébé qui a été dépisté porteur d'une fente, il y a une prise en charge qui est quand même optimale avec un chirurgien qui voit déjà la maman pendant la grossesse. Et dans son cas précis à elle, rien ne dit que son bébé, il n'y a pas plus de risque qu'un autre. Alors, Cindy 924, mon fils de 3 semaines a depuis une semaine l'œil qui pleure et est purulent, puis le nez pris après une longue période de sommeil. Est-ce que c'est le pollen ou est-ce que c'est le canal lacrymal bouché, sachant qu'elle le nettoie au sérum Phi? Alors, ça n'est
probablement pas une allergie, puisque les allergies chez le tout petit sont exceptionnelles et sont très difficiles à diagnostiquer de toute façon. Il y a l'histoire du canal lacrymal, qui est étroit ou qui peut même être obstrué par la petite valvule qui n'est pas encore opérationnelle. Donc c'est souvent cette pathologie-là qui n'est pas grave du tout. Et ensuite, les lavages de nez au sérum physiologique, alors personnellement, je pense qu'il ne faut pas les faire trop souvent, parce qu'on peut devenir irritant, et on peut même avoir des saignements, ce qu'on appelle des épistaxis, avec des lavages de nez qui sont faits trop fréquemment. Donc il y a des petites choses qui peuvent être faites pour le canal lacrymal. Ce sont des petits massages que le médecin qui suit l'enfant peut montrer à la maman, et après, si cette pathologie dure, on peut consulter un ophtalmologue, mais sans urgence. Par contre, attention, un œil qui larmoie de façon continue, sans arrêt, il faut consulter pour être sûr qu'il n'y ait pas une pathologie de l'œil en dessous qui donne ce larmoiement. D'accord. Alors là, on a une question d'un futur jeune papa, donc Nicolas, qui voudrait savoir comment il peut aider sa femme à être plus sereine. Qui répond? Sa femme qui doit être enceinte. Mais... Ça va pas être facile à répondre à ce genre de questions. Comment aider sa femme à être plus sereine? Déjà, être serein soi-même. Déjà, pour commencer, oui. Pour être commencé, s'il pose la question, c'est qu'il ne doit pas être très serein déjà. Donc je pense qu'il faut déjà que lui il soit serein. Et puis je pense que la place du papa pendant la grossesse, elle est importante. Je pense qu'il doit accompagner régulièrement son épouse aux visites. Il doit visiter la maternité avec son épouse et il doit participer à l'accouchement. Et je pense que la vie de famille va s'organiser autour du bébé. Et je pense que la place du père est très importante. Et je pense que si il est très présent, sa femme sera beaucoup plus sereine. D'ailleurs, nous, on s'en rend compte très très nettement, puisqu'on fait des césariennes maintenant avec la présence du papa. Oui. Et en fait, les mamans sont beaucoup moins agitées, beaucoup plus calmes, et elles ont beaucoup moins de complications d'anesthésie, de chute de tension avec le papa présent. Donc c'est qu'il y a un rôle rassurant, et je pense que son premier rôle sera d'être très présent avec elle, et il va rassurer son épouse. D'accord, donc juste être là et essayer, lui, de rester à peu près serein. Sa présence physique, très importante, bien sûr. Alors Mélanie, est-ce normal qu'à la 19e semaine, je ne sente pas encore bébé bouger? Je ressens juste des douleurs comme un point dans le bas-ventre à gauche. À quoi est-ce que cela est dû? Donc il y a deux parties, est-ce que c'est normal de ne pas sentir le bébé? Et le point bas à gauche, est-ce que c'est normal? Tout dépend si c'est son premier bébé ou en général, un premier bébé, les femmes perçoivent les mouvements du bébé à partir de 19 semaines et demie d'aménorrhée. On est juste, elle est dans les temps. On peut la rassurer, elle va sentir à mon avis dans les jours qui viennent des petites bulles qui claquent la surface de l'eau, c'est ce que les dames décrivent et c'est exactement les mouvements du bébé. Peut-être qu'elle les ressent sans savoir ce que c'est aussi, parce que c'est une sensation bizarre. Voilà, souvent les femmes qui sont occupées, qui en ont un travail, des obligations professionnelles, elles ne font pas attention et elles ne perçoivent pas. Alors le soir, au calme, elle met sa main sur son ventre, elle verra des petites bulles qui claquent à la surface de l'eau, c'est son bébé. Mais c'est à partir de 19 semaines, 19 et demi pour un premier. Et le point qu'elle ressent, un point dans le bas-ventre à gauche. Là c'est difficile de faire des consultations sans voir la patiente. Mais en général, comme on expliquait tout à l'heure, le muscle utérin travaille, l'utérus grandit, donc il est soit dextrodévié, soit dévié à gauche, et il peut tirer d'un côté comme de l'autre. Donc c'est probablement des douleurs ligamentaires. Ça peut être ça, c'est de la mise en place. Voilà, tout à fait. Alors, question d'Elena. Donc, je sais que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais je suis un peu inquiète. Mon fils de 4 mois a la voix très éraillée, surtout le soir, alors qu'il ne pleure quasiment pas pendant la journée. Il est en pleine forme et ça dure depuis 1 mois. Merci de vos conseils. Alors, qu'est-ce qui peut faire qu'il a la voix cassée? Alors déjà, c'est très difficile de connaître exactement la tonalité de la voix, le timbre de la voix d'un bébé. Je ne sais pas si c'est le premier bébé de cette dame mais il y a plusieurs choses. Il faut voir aussi comment le bébé respire. Est-ce qu'il fait du bruit quand il respire, notamment quand il inspire? À ce moment-là, ça peut être un petit stridor, ce qu'on appelle une laryngomalacie. Donc un muscle qui est un petit peu mou. Donc ça n'est pas grave. Dans 99% des cas, ça n'est pas grave. D'ailleurs, si c'était grave, la maman l'aurait vu tout de suite. Il y a des signes vraiment évidents. Ensuite, voilà, ça peut être par moment parce que bébé pleure beaucoup, ce qui n'est pas le cas. Ça peut être un petit refroidissement aussi. On peut avoir des pathologies de pharyngite, de choses comme ça chez un bébé, ça existe aussi. Donc je pense que ça n'est pas grave si le bébé boit bien. Déjà, ça c'est un très, très bon signe. Tout pour une maman qui a un jeune bébé, toujours voir si le bébé s'alimente bien.
Voilà, un bébé qui s'alimente bien est a priori un bébé qui va bien, Oui, a priori. ou qu'il n'y a rien de Voilà. très grave. Donc voilà, si maman est inquiète, une consultation médicale, mais je ne pense pas que ça soit bien grave. D'accord. Alors, Juliette voudrait savoir comment éviter le baby blues et y a-t-il des moyens pour s'y préparer afin de le vivre au mieux? C'est pas systématique déjà. C'est pas systématique, bien sûr que non. Pour toutes les femmes qui ont accouché, elles ont une petite chute d'hormones après l'accouchement, donc elles ont quand même un petit blues au 3e, 4e jour après l'accouchement. Mais ça reste très passager et très fugace. Vraiment, la dépression du postpartum, elle a lieu souvent chez quand même des gens qui ont déjà des antécédents. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont déjà un passé psychologique ou psychiatrique un peu chargé ou un peu difficile. Et c'est le rôle, effectivement, de nous, les médecins qui suivons la grossesse, de dépister ces patients pour leur proposer un accompagnement dès la grossesse, en fait, par soit un psychologue, soit par un pédopsychiatre qui aide et qui dépiste les problèmes donc de baby blues. D'ailleurs, il existe en maternité un tableau avec un score pour dépister les femmes qui vont faire un baby blues. Donc ça fait partie de nous, les soignants, de notre rôle, de dépister les femmes et de proposer un accompagnement. Si cette patiente se sent en difficulté, elle peut tout à fait appeler sa sage-femme, son médecin, pour rentrer en contact avec des psychologues ou des pédopsychiatres qui l'aideront à passer le cap, bien sûr. Et c'est pas parce qu'on a fait un baby blues sur un premier bébé qu'on va en refaire un sur le deuxième? Non, c'est sûr, si elle a déjà fait un baby blues, elle a quand même une personnalité un peu fragile sur le plan psychologique, donc elle a certainement un peu plus de risque de refaire un baby blues, mais tout à fait, elle peut très bien faire une deuxième grossesse tout à fait sereinement et ça se passe très bien entendu. Alors, question de Nicolas, donc le futur jeune papa, qui voudrait savoir s'il est recommandé de donner un bain tous les jours à un bébé ou si un jour sur deux, par exemple, ça suffit. Il y a deux versants. Il y a le versant dermatologique où il faut baigner l'enfant, on va dire, pas trop souvent. Je dis classiquement 1 à 3 fois par semaine. Le deuxième versant, c'est le bébé qui est stressé, qui peut avoir des coliques, et là, le bain peut le détendre. Donc, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de donner un bain au bébé pour le détendre. D'autant plus que le bain chaud détend les muscles, et donc le bébé se relâche, et on a un bébé qui va vivre mieux ses coliques, ses douleurs. Donc voilà, si c'est un bébé qui est calme, qui est serein, pas trop de bain, en sachant qu'on peut aussi donner des douches, comme j'ai dit tout à l'heure, en habituant le bébé à avoir de l'eau sur la figure tout doucement, en versant un petit peu avec un petit godet ou un petit verre. Mais sinon, si le bébé est stressé, oui, on peut donner un bain pour le détendre. D'accord. Alors, quelle activité physique peut-on pratiquer pendant la grossesse? C'est une question d'Isabelle. La marche prolongée est-elle bonne? En tout cas, elle n'est pas contre-indiquée. Simplement, sauf bien sûr chez les patientes qui présentent une menace d'accouchement prématuré avec un col ouvert, auquel cas elles doivent rester comme au repos au maximum, l'activité physique, même sportive, n'est pas contre-indiquée. Il y a des sports qui sont contre-indiqués. Oui, faire du taekwondo, ça paraît quand même difficile quand on est enceinte. Mais je veux dire, des sports tout à fait normaux sont tout à fait possibles. On peut faire de la course, on peut faire du cyclisme, on peut faire de la natation, on peut faire beaucoup de choses, même de la zumba, du stretching, on peut faire plein de choses si la grossesse évolue normalement, bien sûr. Donc il faut quand même, avant de poursuivre son activité pendant la grossesse physique ou sportive, il faut quand même un avis médical et être sûr que le col ne bouge pas, bien sûr. Mais elle peut avoir une activité tout à fait normale. Alors, une question qui revient sur le sujet du baby blues, donc question de Tina, qui voudrait savoir quels en sont les symptômes. Comment on reconnaît, comment on dépiste un baby blues? Ce sont du baby blues, oui, pour la... De la mère. De la mère, bien sûr, parce qu'on peut avoir un... Ah, alors peut-être parler aussi du... On peut exceptionnellement avoir des dépressions du nouveau-né. Mais voilà, ça c'est un point important. Bon, ce sont des symptômes de dépression quelque part, donc une maman qui va avoir une mauvaise estime de soi, qui n'arrive à rien faire, qui n'est pas capable de s'occuper de son bébé, voilà, ça nous tombe dessus, on ne sait pas pourquoi. Une impression d'être un petit peu abandonnée par tout le monde, voilà, une maman qui va peut-être moins manger, qui va mal dormir, voilà, qui va avoir des plaintes somatiques aussi, c'est possible. Donc voilà. Donc, elle a peur de rentrer chez elle. Qui a peur de rentrer chez elle, voilà, elle va se retrouver seule. Elle a été parfaitement entourée à la maternité par de nombreuses personnes, et là elle se retrouve seule
sans explication entre guillemets. Et après attention aussi à l'éventuelle dépression d'un nouveau-né, ce qui est rarissime, hein. C'est un sujet qui n'est pas forcément toujours connu. Et là, c'est surtout il y a deux choses. C'est un bébé qui ne va pas avoir un contact optimal avec ses parents, qui va avoir une fuite du regard, qui ne va pas communiquer avec ses parents, qui va fuir le regard. Et ensuite, des problèmes d'alimentation. Un bébé qui s'alimente mal, qui refuse de téter, que ce soit le sein ou le biberon, il faut faire très attention à ça. C'est très rare, mais ça existe. D'accord. Et quelles en sont les causes? On sait ce qui peut expliquer ça? Alors, il y a des transmissions héréditaires, hein. S'il y a une dépression... un certain nombre de dépressions connues dans la famille, on peut avoir une transmission des fois chez un bébé. Et ensuite, il y a ce qui s'est passé pendant la grossesse ou certaines prises éventuellement, je pense, de toxiques, de choses comme ça. D'accord. Alors, Cess voudrait savoir si une importante prise de poids en début de grossesse est le signe d'un diabète gestationnel à venir. Et si tout va bien, est-ce que marcher plusieurs heures est dangereux? Deux questions en une. Déjà, la prise de poids très importante en début de grossesse, comme on disait tout à l'heure, ça va être gênant pour l'accouchement. Oui. Ça, c'est clair. Après, est-ce que c'est un signe de diabète? Ça peut être un signe de diabète. Donc, de toute façon, une dame qui prend plus de 5-6 kilos dans les 2-3 premiers mois devra de toute façon bénéficier du test de dépistage pour le diabète gestationnel. Ça me paraît évident. Après, est-ce qu'elle peut marcher? Oui, bien sûr, évidemment. Si son col reste fermé, au contraire, il faut qu'elle marche, qu'elle aille à la piscine, qu'elle fasse des activités pour essayer de régulariser son poids, bien sûr, tout à fait. C'est très important, au contraire, de marcher. Et le test de dépistage du diabète, il n'est pas obligatoire? Non. Non, il est proposé en général, il y a 4 critères, donc il faut avoir plus de 35 ans, avoir un IMC supérieur à 25, avoir des antécédents personnels ou familiaux de diabète. Sinon, si vous n'avez pas ces critères-là, on ne doit plus le proposer aux femmes, sauf chez celles qui prennent beaucoup de poids ou celles qui ont du sucre qui apparaît dans les urines pendant la grossesse, ou alors à l'échographie on constate un gros bébé. Mais sinon, on ne doit plus proposer ce test à toutes les patientes. Ah non. D'accord. Et donc, mais elle, on va sans doute lui proposer si il y a une forte prise de poids. Bien sûr, si elle fait une grosse prise de poids au début, il faut lui proposer, bien sûr. D'accord. Alors, Isabelle se demande si on peut manger du chocolat pendant la grossesse. C'est une question curieuse, mais pourquoi pas, mais oui. Il y a déjà plein de choses qu'on ne peut pas manger, donc le chocolat... il faudra lui rappeler que j'ai quand même précisé que le principal ennemi des gynécologues, c'est la prise de poids. Oui. Donc le chocolat, oui, mais modérément. Voilà. Surtout les pâtes à tartiner chocolatées, qui sont un peu hyper calorigènes, et c'est un peu embêtant. D'accord. Bon. Mais il n'y a pas de contre-indication. Mais occasionnellement, c'est pas dangereux. Mais bien sûr, évidemment. Alors, consommer très occasionnellement du cannabis est-il dangereux? Question de Linotte. Là, c'est peut-être le pédiatre. À mon avis, oui. Pour le bébé. Tout ce qui est toxique, quel que soit le toxique, que ça soit une drogue dure ou une drogue douce, entre guillemets, et peut-être ça peut être dangereux puisque ça joue sur la circulation du fœtus, et donc ça peut entraîner des troubles ou... Alors pour certains toxiques, certains stupéfiants, on peut avoir des psychoses chez l'enfant. D'accord. Donc il faut faire très attention aux consommations. Et en général, quand on consomme des toxiques, on peut avoir tendance à consommer un petit peu d'alcool, forcément. Enfin forcément, très souvent. Et donc attention à l'association de la toxicité des deux choses. Il vaut mieux un peu de pâte à tartiner. Il vaut mieux faire d'une activité physique, voir des amis, discuter, que de prendre des choses qui peuvent être très dangereuses. Vraiment, même très occasionnellement, comme elle le dit, c'est plutôt très déconseillé. Alors, question d'Amélie 77 127. Alors, mon bébé, depuis qu'il prend le biberon, a beaucoup de reflux, et parfois sur les biberons du matin et soir, il a à présent des vomissements de la totalité du biberon au moment du rot. Que dois-je faire et pourquoi a-t-il cela? Il a 8 mois et demi, les repas de midi et de 16 heures se passent bien, quelquefois des reflux, mais encore ça va, c'est les vomissements qui l'inquiètent. Alors, dans la question, il y a depuis que le bébé prend le biberon. Donc peut-être qu'il était au sein avant, donc il faut faire attention. Si c'est le passage du lait maternel au lait artificiel qui donne les vomissements, il peut y avoir toujours une éventuelle allergie aux protéines du lait de vache. Et ensuite, ça peut être la plupart du temps, c'est un reflux gastro-œsophagien qui est banal et qui se passe au moment de la verticalisation du bébé. Donc station assise vers 6 à 9 mois.
Mais là, le bébé a déjà 8-9 mois, donc c'est peut-être un reflux gastro-œsophagien qui se passera probablement à la station debout, donc aux alentours d'1 an, en sachant qu'il faut toujours vérifier que le bébé aille bien, ait un bon comportement, un bon état général, et qu'il prenne bien du poids. Si ces signes-là sont présents, a priori, c'est un reflux gastro-œsophagien qui se passera avec l'âge. Si par contre, il y a d'autres signes, mauvaise prise de poids ou autres signes associés, il faut consulter facilement. Et c'est possible avec le reflux qu'ils ne vomissent que sur certains biberons, pas sur tous? Alors sur certains biberons, oui, par exemple là on parle du matin et du soir, ce sont les biberons les plus importants en quantité. Les plus copieux, d'accord. Donc forcément le biberon c'est un liquide, donc un liquide ça remonte beaucoup plus facilement qu'un solide. Et l'autre chose... trop d'un coup? Alors soit le bébé peut boire très vite, premièrement, donc pas hésiter à faire une coupure au milieu du biberon, lui faire son roux. Et ensuite, ce que les parents ne savent pas, c'est que ce qu'on donne à un bébé en quantité par rapport à son volume corporel, c'est comme si nous, on buvait 10 à 15 litres de liquide par jour. Donc sur un bébé qui est souvent allongé, qu'on bouge pour changer, forcément ça remonte puisque ça fait vase communicant et donc le lait remonte par le haut. D'accord. Alors, une question de Delphine. Quand on nous dit qu'il ne faut pas prendre trop de poids pendant une grossesse, qu'est-ce que ça veut dire trop? Est-ce que pour une IMC normale, ça veut dire qu'on doit prendre 2 kg, 10 kg? Disons, il n'y a pas de règle absolue. Ce qu'il faut, c'est pas prendre trop de poids, donc c'est-à-dire qu'il faut rester dans la limite entre 6 et 15 kg. En dessous de 6, on essaiera que la prise de poids est quand même faible. Au-delà de 15, on essaiera qu'elle est quand même très élevée. Je pense que le raisonnable, quand l'IMC de départ est normal, hein, bien sûr, c'est entre 6 et 15 kg. D'accord. Sachant que les femmes maigres ont plus de marge que les femmes qui sont déjà en surpoids. Voilà, celles qui ont une IMC à 19-20 au départ, elles peuvent prendre un peu plus, évidemment. On est bien d'accord. Mais la moyenne, en gros, il faut retenir 6-15 kg. D'accord. Alors, une nouvelle question de Linotte, donc, qui est enceinte de 6 mois, qui est musicienne et qui joue dans une batucada, un ensemble de percussions. Et elle demande si c'est dangereux pour l'audition de l'enfant. Est-ce que les bruits très forts comme ça... C'est une très bonne question. Il y a eu beaucoup de thèses sur l'audition in utero. On n'est pas tous très d'accord hein, sur savoir ce que peut percevoir le bébé. Mais je ne sais pas si le docteur Castellman sera d'accord avec moi, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de danger pour son bébé au niveau de l'audition. Il va certainement ressentir les vibrations, les secousses. Il sera peut-être un peu plus agité parce que la maman, elle fait une musique manifestement qui n'est pas très douce. Voilà, mais je ne pense pas qu'il y ait de danger pour l'audition du bébé. Je pense pas non plus. Bon, on n'a pas de preuves formelles pour l'instant. C'est un sujet qui est très peu débattu. Par contre, en dehors de son activité de musicienne, faut peut-être éviter pour certaines mamans les concerts à côté des enceintes. Voilà. Mais sinon, non, je ne pense pas qu'il y ait... D'autant plus que le bébé peut aussi s'habituer au bruit de ce fait-là. Oui, si elle l'en a fait pendant toute la grossesse. Voilà. Après, bon, il y a le liquide amniotique, il y a la paroi abdominale, donc il peut y avoir probablement un filtre. C'est amorti normalement. Alors, question de Lilou. Donc, je suis enceinte de bientôt 4 mois. Actuellement étudiante, je suis très stressée et il m'arrive de pleurer. J'ai peur pour mon bébé de lui transmettre mon angoisse. Les hormones ne m'aident pas, je pleure facilement. Que faire? Je ne veux pas que mon enfant souffre à cause de ce stress. Merci. Pas facile. Là, on revient toujours à comment vivre sa grossesse sereinement. Donc là, manifestement, cette petite dame, elle n'est pas très sereine. Elle est en examen. Elle est en examen, voilà, tout à fait. Elle a tout à fait des bonnes raisons de ne pas être sereine. On est bien d'accord. Mais je pense que ce qui est important, c'est de lui expliquer d'aller doucement dans la grossesse, d'aller calmement, de vivre sa grossesse un peu plus sereinement. Et je pense que le bébé n'aura pas trop de soucis. Le bébé ressent forcément l'anxiété de la maman, comme disait tout à l'heure le docteur Castellman, mais c'est le genre de patiente qu'il ne faudra pas hésiter, je pense, quand même à aider avec un psychologue ou un pédopsychiatre, parce que c'est le genre de patiente qui risque quand même le petit blues après l'accouchement, par contre. Peut-être il faut qu'elle la déculpabilise, en fait. Voilà, il faut qu'elle se déculpabilise, et puis surtout qu'elle se fasse aider, je pense, parce que c'est le genre de patientes qui peuvent nous embêter après l'accouchement. D'accord. Alors, le poids final du bébé est-il dépendant du poids que prend la mère? Question de Linotte. Est-ce que c'est lié? Pas du tout.
Pas du tout. On peut prendre beaucoup et avoir un petit bébé. Tout à fait. Ouais. Et même, je dirais même, la prise de poids va plutôt entraîner souvent des petits bébés, puisque la prise de poids va entraîner une hypertension artérielle gravidique, qui elle-même va diminuer les échanges entre la maman et le bébé, et donc un retard de croissance. Donc souvent, on a souvent des petits bébés chez des mamans qui prennent beaucoup, qui font l'attention. Donc ça c'est un fait. Après on peut avoir aussi des mamans qui font du diabète, qui prennent beaucoup de poids, donc là elles auront effectivement un gros bébé. Mais je pense qu'il n'y a pas de corrélation entre la prise de poids de la maman et du bébé. D'accord. Alors Marion va rentrer dans son 9e mois, elle dit qu'elle est dilatée à un doigt, qu'elle a des contractions tous les jours, douloureuses ou pas, et donc elle va savoir si elle va bientôt accoucher. Bah, si on le Vu qu'elle est dans le 9e mois, de toute façon, voilà, ça ne va pas tarder. Je pense que dans un mois, elle aura accouché. Oui. Mais on ne peut pas savoir, on ne peut pas prévoir. Son col, il n'est pas dilaté, il est perméable à un doigt. C'est pas pareil, parce que son col, à mon avis, n'est pas effacé. Donc, on ne peut pas préjuger. Elle peut très bien accoucher dans 2 jours, comme elle peut accoucher à la fin du 9e mois. Ça, personne ne peut le prédire. Oui, le fait d'avoir des contractions, ce n'est pas un indicateur. Non, pas du tout. Alors, question de Linotte, peut-on demander une césarienne si l'on constate un gros poids du bébé, 4,5 kg pour une mère d'1,60 m et 45 kg à l'origine, même si le bébé passe par le bassin? Bah, là c'est une vraie problématique, puisque cette dame demande, est-ce que je peux prendre la responsabilité de la décision chirurgicale? C'est quand même très compliqué. C'est très compliqué puisque un accouchement, ça reste de la chirurgie, et donc la décision chirurgicale, à mon avis, revient au chirurgien. Moi, je dirais non. Je dirais non, mais je dirais que notre rôle de gynéco-obstétricien chirurgien, c'est quand même d'accompagner les gens et de les écouter. Donc je pense qu'il serait quand même très important qu'elle rencontre son obstétricien, qu'elle voit le pronostic de l'accouchement, parce qu'elle peut très bien avoir un gros bébé mais un bon bassin, et puis elle peut très bien accoucher normalement. Mais si l'accouchement se présente mal, nous on a quand même l'expérience, on sait très bien les accouchements qui seront difficiles, ceux qui seront plutôt faciles. Donc je crois qu'il faut beaucoup discuter avec son médecin obstétricien, voir, et peut-être ne pas aller se lancer dans un déclenchement dans de mauvaises conditions, et à ce moment-là plutôt opter pour une intervention par le voie haute. Mais ça, je pense que c'est au chirurgien de prendre la décision en écoutant la maman, hein, attention, et le papa. Mais je pense qu'il faut quand même que la décision reste faite par un chirurgien. Oui, si le médecin qui la suit lui dit qu'il faut qu'elle accouche par voie basse, il faut qu'elle l'écoute. Il faut le tenter. Par contre, après, si elle peut être déclenchée un petit peu avant pour que le bébé soit moins gros, ça peut être aussi pas mal, ça peut éviter une césarienne. Parce qu'il faut quand même préciser aux femmes que le risque de césarienne est quand même quand même beaucoup plus important, la morbidité est beaucoup plus importante qu'un accouchement par voie basse quand même. Donc la césarienne, c'est pas anodin. Alors, une question qui sera la dernière, puisque le temps imparti est écoulé, ce sera celle de Titou. Avez-vous vu la vidéo sur Internet de la maman qui danse de façon très rythmée? Est-ce dangereux ou non? Et conseillez-vous la musique? Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo en question. Est-ce que c'est dangereux de danser Non, on en parlait tout à l'heure. Si le col n'est pas ouvert et qu'il n'y a pas de risque d'accouchement prématuré, une dame enceinte peut tout à fait danser, peut faire de la musique, peut faire de la zumba, il n'y a aucun problème. Si ça la détend, au contraire, c'est plutôt conseillé. Ça va être conseillé pour la détendre, et puis pour être bien vivre sa grossesse de façon sereine. Tout à fait d'accord. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Vous confirmez. Et ça fera un bébé danseur. Et ça fera un bébé danseur. Voilà. Et mélomane, pourquoi pas. Et mélomane. Parfait. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Ce live chat est maintenant terminé. Merci à vous. Et donc, pour les internautes, rendez-vous sur un prochain événement très bientôt.